À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. À toutes et à tous, bonjour. Chag Atzmaut Sameach, vous êtes à l'écoute de la Voix de Sion, l'émission des amoureux de Sion, d'Israël et du sionisme. J'espère que vous passez une belle journée pour célébrer ce 77e anniversaire. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on se retrouve pour parcourir l'actualité de l'OSM et de la Fédération sioniste et de l'Agence juive également. Alors aujourd'hui, deux aspects. Nous allons, comme d'habitude, dans la première partie de notre émission, avoir un invité. Nous allons parler du MEDEX. Qu'est-ce que c'est que ce MEDEX ? Vous allez rester à l'écoute et on va vous l'expliquer dans quelques instants avec notre correspondante en Israël à Jérusalem, Laura Azoulay. Laura, bonjour. Bonjour à vous, merci beaucoup. Chag Sameach, bonjour Laura. Alors, on va commencer d'abord par parler du MEDEX et après on va prendre quelques minutes pour parler un petit peu de vous en tant que Ola qui a quelques années avait fait votre Aliyah et nous expliquer le pourquoi du comment vous avez déclenché cette initiative, vous ou votre famille, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que le MEDEX ? Pourquoi MEDEX ? C'est quoi ce mot de MEDEX ? Alors, le MEDEX est un grand salon pour la Aliyah des médecins qui appartient donc au grand programme international de la Aliyah des médecins qui part à l'international. Donc, cherchez des médecins qui désirent venir en Israël. On vous aide en fait tout au long de l'année dans vos procédures. Et le jour du MEDEX, on va venir donc en France le 25 mai pour donner des réponses, des grandes réponses, on va dire, surtout aux médecins qui désirent faire leur Aliyah. Le MEDEX est un grand salon avec les représentants des hôpitaux et des coupes-patronymes qui vont proposer sur place les offres actuelles d'emploi en Israël pour les médecins donc qui sont déjà spécialisés, qui veulent en savoir plus, connaître les salaires, savoir les offres d'emploi, mais surtout on fait venir avec nous d'Israël le conseil scientifique, un notaire israélien et le ministère de la Santé israélien pour les médecins qui font leur Aliyah entre 2025 et 2026 et qui souhaitent déposer sur place leurs documents tout simplement et c'est vraiment un moment unique et qui n'a pas eu lieu beaucoup de fois en France, une grande opportunité pour les médecins donc qui veulent faire leur Aliyah, ouvrir leur démarche, avoir un emploi et tout ça donc sous le même toit. Donc ça se déroulera dimanche 25 mai de 10h à 18h à Paris. On invite toutes les régions évidemment à participer à cet événement et surtout à communiquer autour de vous si vous entendez donc ce salon qui arrivera donc le 25 mai pour en parler peut-être à des médecins que vous connaissez et qui pourraient avoir envie de venir en Israël pour donc répondre aux besoins des médecins que l'on a actuellement en Israël. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure, peut-être vous, je ne sais pas, de nous parler un peu de cette grande question que sont les équivalences entre les formations des universités françaises en médecine et le corpus israélien? Est-ce qu'aujourd'hui cette problématique s'atténue, s'est résolue, ou est-ce qu'on a toujours autant de difficultés à améliorer à trouver cette équivalence ou à paramétrer cette équivalence? Tout à fait. Je peux vous apporter quelques réponses. Allez-y. De notre côté, on s'occupe donc de l'accompagnement des médecins en leur expliquant leurs équivalences, en les mettant simplement aussi en communication avec le conseil scientifique ou avec le ministère de la Santé pour parler de leur formation et comprendre quels sont les documents qui sont nécessaires. Est-ce que ma formation est reconnue? Est-ce que mon métier est reconnu? Parce que des fois, ce sont des formations complémentaires. Toutes ces questions-là, oui, on y répond en fait tout au long de l'année par sur notre boîte mail qui est medpro @nbn.org.il. Donc nous répondons à toutes vos questions sur les démarches et reconnaissance de diplôme. Effectivement, ça a été un peu plus facilité ces derniers temps. D'abord grâce au programme IMAP, comme je vous disais, puisque vraiment on travaille main dans la main avec ce programme, avec le ministère de la Santé, l'Agence juive, le ministère de la Aliyah et Nefesh Benefesh où je travaille actuellement sur toutes ces questions. Voilà, sur toutes ces questions de comprendre un petit peu les besoins du médecin, quels sont les documents à apporter et pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait justement éviter en termes de ne pas s'ajouter des documents supplémentaires. Donc ça, on a les réponses à toutes ces questions. Avec plaisir, on y répondra.
Est-ce qu'on peut considérer, d'après vous, aujourd'hui, qu'un diplômé de la faculté de médecine en France peut allègrement, j'allais dire, sans trop de difficultés, intégrer la profession en Israël? Écoutez, dans l'idée, oui, si une personne a étudié en France la médecine, elle peut faire une demande donc d'exemption d'examen auprès du ministère de la Santé. Et très récemment, aussi le Conseil scientifique accepte qu'une personne qui a suivi son internat en France ne fasse plus le stage, sous certaines conditions évidemment, puisqu'il faut fournir les documents, passer en commission, et à ce moment-là, alors le médecin reçoit une décision. Mais d'une manière assez globale, la démarche reste aujourd'hui beaucoup plus facile qu'il y a quelques années où le médecin était livré à lui-même et ne savait pas du tout comment faire, et des fois faisait même des erreurs dans le parcours de ses démarches et perdait énormément de temps et d'argent. Donc voilà, tout le principe du MEDEX est de vous faire éviter ces problèmes de temps et d'argent pour pouvoir avoir, on va dire, un parcours vert, et que ce soit assez rapide pour le médecin d'intégrer le monde du travail. Il y a des spécialités qui sont plus difficiles à intégrer ou à avoir comme équivalence que d'autres, parce que je crois qu'en Israël, le médecin, ce qu'on appelle nous en France la médecine générale, est considérée elle aussi comme une spécialité, si je me rappelle bien. Tout à fait, mais en général, si un médecin possède cette formation-là en internat, il fait sa demande d'équivalence en Israël, c'est un diplôme, le diplôme d'études spécialisées, il n'y a pas de souci, il fait sa demande, la commission délibère. En général, c'est pour la médecine de famille, ce qu'on appelle en Israël. Alors il y a pas trop de soucis de reconnaissance. Il y a seulement les diplômes universitaires en Israël qui ne sont pas reconnus. Mais tout ça, après, peut-être que c'est vraiment du cas par cas, et j'invite évidemment les médecins à se tourner vers nous par mail, et on se fera vraiment un plaisir de vous répondre, et puis de comprendre tous les cas particuliers, puisque c'est vraiment du traitement au cas par cas auprès du Conseil scientifique et du ministère de la Santé. Merci beaucoup, Laura. Est-ce qu'on a une idée du nombre de médecins, de dossiers en cours dans ce profil qui ont intégré ces dernières années la profession en Israël? Est-ce qu'on a des idées de statistiques ou de candidats? De candidats, voilà, on a eu au MEDEX précédent une participation de 250 médecins le jour du MEDEX, dont 70 quand même qui ont fait un dépôt sur place de demande d'ouverture pour être médecin en Israël. Et dans ces 70, cette année, il y en a déjà 30 qui ont eu l'éligibilité, donc c'est énorme, c'est vraiment des grands chiffres. Et puis le MEDEX, voilà, qui arrive le mois prochain, va faire augmenter, j'imagine, donc ces chiffres. Et puis voilà, tout vient surtout d'un grand besoin en Israël de médecins sur place, sur le terrain, en Kupot-Holim, etc. Donc l'un va avec l'autre, et toujours dans l'esprit de l'ALIA de venir en Israël. Donc très beau programme. Un médecin en Israël est plutôt une profession libérale ou un salarié? Alors le médecin en Israël est a une profession beaucoup plus flexible qu'en France, puisqu'il peut à la fois exercer en libéral, c'est-à-dire dans le secteur privé, et aussi dans le secteur public, c'est-à-dire en Kupot-Holim ou bien en hôpitaux. Sincèrement, il y a de tous les profils, et chacun finalement peut trouver son propre besoin, soit profiter de travailler uniquement en libéral, même si c'est vrai que le marché des fois est un peu plus fermé, puisque les gens vont soit en Kupot-Holim déjà affiliés en Kupot-Holim, donc vont moins avoir besoin d'aller en privé. Mais sincèrement, il y a de tout, de tous les services qui fonctionnent. Donc voilà, je pense que c'est chacun qui peut répondre à son propre besoin sur ce domaine-là. Merci pour toutes ces informations et merci pour toutes ces précisions. On dit souvent que les Français vivent entre eux ou restent repliés entre eux. Et je vois souvent quand je me rends en Israël que les francophones, on va dire ça comme ça, pas spécialement les Français, mais les francophones, cherchent toujours un médecin qui parle sa langue. Est-ce que les Kupot-Holim ont pu intégrer ce type de critères ou de paramètres, ou alors ils en font complètement abstraction parce que ça doit faire partie de la démarche d'intégration dans la société israélienne? Alors, totalement, les villes. Est-ce que vous êtes une maman, vous?
Oui, tout à fait. Alors, vous cherchez Tout un à médecin français, vous, quand vous devez vous soigner, vous, un enfant? Sincèrement, je pense que ça dépend de tout à chacun. Personnellement, pas spécialement. D'accord. Mais je peux comprendre du besoin de se faire entendre du coup par quelqu'un qui parle notre langue. C'est totalement compréhensible quand on intègre un nouveau pays et qu'on n'a pas, même si on parle la langue, on a toujours besoin de s'exprimer des fois par notre langue maternelle. Donc je comprends complètement. Et pour répondre à votre question, effectivement, les Coupotrolim ont pris absolument ce besoin et proposent des services dans plusieurs langues dans la plupart des Coupotrolim, autant qui peuvent recruter des médecins en fait finalement, puisque il n'y a pas toujours un nombre assez important de médecins qui sont arrivés et qui ont finalisé tout pour pouvoir pratiquer. Mais l'idée, en partenariat donc avec le ministère de l'Aléa et de l'Intégration, qui est dans le placement des médecins qui sont à travers notre programme IMAP, et de les placer au final avec les Coupotrolim pour réaliser si c'est le stage ou bien d'autres ou bien leur carrière en Israël. Bien, Donc, alors, oui, la question elle est intégrée et la réponse est donnée par les couples. est-ce qu'il y a un ulpan particulier, spécifique, qui est proposé pour un ulpan technique de la pratique médicale? Mhm. Ça vient s'ajouter à Tout à fait, ce ça qu'on donne s'appelle l'Ulpan Refoui. Oui, qui vient se rajouter Voilà, c'est l'Ulpan médical. et qui est prise en charge aussi au niveau du Olé Hadash qui arriverait dans ça, ou bien c'est pour, excusez-moi Alors, l'expression, c'est pour sa pomme? selon ces critères d'éligibilité, c'est vraiment du cas par cas. S'il est bien Olé Hadash, il faut vérifier ça auprès de votre conseiller, auprès de l'agence juive ou bien avec du ministère de l'Aléa et de l'intégration. On sait que chaque Olé a déjà des droits à d'Ulpan et notamment un médecin a un droit d'Ulpan Refoui, que le ministère de l'Aléa et de l'intégration peut ouvrir des classes. Notamment avec ce programme, il a déjà été ouvert des classes pour des médecins. Il faut avoir un niveau bête à peu près, bête d'email, pour intégrer le cours. Et puis il y aura d'autres classes, j'imagine, à l'avenir qui vont être ouvertes. C'est des cours en Zoom en général et qui traitent essentiellement donc de la médecine. Très bien. Merci beaucoup Laura. Une dernière question concernant le MEDEX. Après, si vous le permettez, on va un petit peu approcher votre cas personnel en tant que le parcours d'intégration que vous avez peut-être vécu, si vous voulez nous le faire partager. MEDEX, j'ai cru voir aussi dans la fiche qu'il y a aussi quelque chose qui est, j'allais dire, mis à disposition pour les autres professions comme les notaires ou les experts comptables, ou je me trompe? Il y a quelque chose de similaire pour ces professions-là, ou pour les avocats d'ailleurs? Il y a non, du tout. Le MEDEX, il concerne essentiellement et strictement que les médecins qui ont étudié la médecine. Et pour les autres professions, donc, non? Pas les autres professions. Il est vrai qu'il est écrit notaire, mais c'est le service notaire que nous donnons sur place qui est signalé sur notre site, puisque la personne qui veut déposer ses documents, le médecin qui veut déposer sur place ses documents peut bénéficier d'un service notaire payant le jour du MEDEX, en fait. C'est pour ça. Mais non, il concerne que les médecins. Merci beaucoup Laura pour toutes ces explications et tous ces éclairages. Donc rappelons la date. C'est quand donc au mois de mai? Alors ce sera bien dimanche 25 mai de 10h à 18h à Paris. On attend inscription obligatoire évidemment. Bien entendu. Et puis merci de partager l'information. Avec plaisir. Merci. On va passer peut-être à une autre phase vous concernant. Ça fait longtemps que vous avez fait votre alliance en Israël? Alors j'ai fait l'alliance il y a 10 ans. Tout presque, 10 ans, de France, de Paris. Oui. Et est-ce qu'a été le parcours difficile ou un parcours qui correspondait à votre attente? Écoutez, je pense que je ne sais pas si on avait vraiment des attentes. Moi, je suis partie avec mon mari. On est parti pour construire le futur en Israël. On était jeunes, on avait 25 ans. On s'est dit, c'est maintenant ou après, ce sera peut-être plus difficile pour nous. On sortait tout juste de notre diplôme. Et puis en arrivant, voilà, on avait ça en nous du fait qu'on était dans les mouvements de jeunesse à Paris et que voilà, pour nous Israël c'était un petit peu la destination rêvée pour l'après. Donc on l'a fait et c'est vrai que il y a des hauts débats quand on arrive parce que il faut arriver préparé, il faut avoir la langue, c'est pas toujours facile. Mais en s'accrochant, en apprenant la langue, déjà, c'est déjà beaucoup pour débuter l'intégration.
Donc voilà, je ne sais pas s'il y a un parcours spécifique, mais c'est vrai que je pense que l'étape Ulpan est vraiment obligatoire, indispensable, on va dire, pour avancer, et puis pour se sentir à l'aise aussi dans la société en Israël. Merci beaucoup, Laura, et encore une fois, Chag Atzmaut Sameach, beaucoup de bonnes choses, soyez prudents et qu'on puisse avoir de très bonnes nouvelles et plein succès pour ce prochain salon. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, merci pour cette première partie en ce jour de Yom Ha'atzmaut. Alors, certainement quand vous êtes tous les auditeurs au courant et peut-être même vous êtes sur place, aujourd'hui nous avons une très grande journée qui se déroule pour célébrer ce 77e anniversaire. Et pour célébrer cet anniversaire, il y a tout un programme, il y a tout un panel d'activités qui vous sont proposées. Profitez-en bien et venez nous rejoindre, vous qui vous êtes déjà inscrits, vous qui ne l'avez pas encore fait, il est encore temps. Venez, il y a une belle surprise pour clôturer cette journée avec un magnifique concert qui vous sera proposé en fin d'après-midi. On va se retrouver plus tard pour la deuxième partie de notre émission pour aborder tout à fait autre chose après une pause musicale. איך הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי 3 נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם 6, עוד רגע 7 וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק 2 חדרים, והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים אני לא אספיק להגיע, לשמור להציל להושיע, לספוג במקומם את הקליע. אוי כמה הלב הוא פגיע. אני מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אני מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אני חוזר הביתה. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Ben voilà, donc on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. Je rappelle, La Voix de Sion, les amoureux de Sion et du sionisme et d'Israël. Puisqu'on est à Yom Ha'atzmaut et puisque nous avons hier commémoré à l'unisson avec nos frères israéliens ce Yom HaZikaron, ce jour du souvenir, je vais vous faire partager un petit peu le message que nous, Fédération sioniste en France, par la voix de notre président, nous avons exprimé notre ressenti. Et effectivement, quand on s'est rassemblé depuis 1948, il faut se rappeler qu'il y a eu 25 420 soldats, 25 000 gosses, 25 000 âmes, 25 000 personnes qui sont tombées pour défendre l'existence de l'État d'Israël et son avenir, mais également pour nous défendre. À leur côté, plus de 5 000 personnes civiles ont été massacrées dans des attentats terroristes avec une haine et avec un acharnement incompréhensible, simplement parce qu'ils étaient israéliens, simplement parce qu'ils étaient juifs. Ce sont plus de 30 000 destins brisés et derrière chacun d'eux, une famille endeuillée, une communauté blessée, un avenir volé. Cette année, cette journée a une lourde résonance, tout particulièrement. Nous sommes effectivement après le 7 octobre, ce fameux 7 octobre au matin où plus de 1200 Israéliens, enfants, familles, vieillards, des jeunes en fait, ont été massacrés, ont été trucidés. Ce fut l'un des jours les plus sombres de l'histoire du peuple juif et d'Israël. Une attaque d'une cruauté absolue, une barbarie
qui a révélé au monde le vrai visage du Hamas, celui d'une organisation terroriste déterminée à exterminer les Juifs. Parmi les victimes des soldats tombés en défendant les kibbutzim du sud, mais aussi des civils brûlés, torturés, violés et enlevés. Ceux qui ont participé hier avec nous à la commémoration de Yom HaZikaron à la Grande Synagogue ont vu ce reportage. Ce long reportage, cette litanie de ces visages d'enfants, ces visages de jeunes qui étaient là, qui ne demandaient qu'à vivre et qui ont donné leur vie pour que ils sont tombés pour que nous ne puissions encore être debout. Et encore aujourd'hui, 59 otages essayent de survivre dans la terreur entre les mains de ces criminels, loin de leur famille. Yom HaZikaron a été un moment de souvenir et il appelle à la vigilance et à la détermination car le combat pour Israël est au quotidien. Des dizaines de milliers de soldats sont engagés dans la bande de Gaza, au Liban sud, en Syrie, en Judée-Samarie et au corps même des villes. Et d'autres dizaines de milliers seront appelés prochainement pour poursuivre notre cause commune. Défendre un peuple libre sur sa terre. Aujourd'hui, nous nous souvenons pour ceux qui ne sont plus là et nous agissons pour que leur sacrifice ne soit pas seul soit honoré mais prolongé. Ayons une pensée pour tous ces soldats tombés au combat pour la défense d'Israël et de son peuple et pour toutes les victimes du terrorisme et de la haine d'Israël. Pensons à leurs familles endeuillées, pensons aux soldats qui nous protègent, pensons à ces vies qui ont été volées. Que leur souvenir et leur mémoire soient une bénédiction pour tout notre peuple. Voilà pour cette expression et dans la continuité de ce message, Moshe, bonjour. Bonjour. Mon compère Moshe Cohen, notre délégué de l'OSM, nous avons un petit peu voulu vous faire partager un vécu, une histoire de quelqu'un qui est tout à fait, j'allais dire, soit banal, soit exceptionnel. Banal parce qu'ils sont, comme je l'ai dit dans mon message là dans quelques minutes, ils sont des milliers à avoir vécu ce type de trauma. On va parler du trauma à travers l'expérience d'un garçon, David Cohen. Moshe va nous rappeler les circonstances de cette histoire. D'abord, on va rappeler l'histoire de cette attaque dans le Sinaï par Daesh, pour rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qui s'était passé. Et on va après enchaîner avec une interview exclusive de David Cohen. Et bonjour, effectivement, aujourd'hui nous fêtons le 77e anniversaire de l'État d'Israël, mais on ne peut pas fêter cet grand événement sans se rappeler comment et pourquoi nous sommes arrivés à aujourd'hui, puisqu'il y a eu, comme vous l'avez dit, 25 420 personnes des soldats et des soldates qui sont morts dans les combats et aussi dans les actes de terrorisme. Je rappelle que le premier juif a été tué en terre d'Israël pour des raisons de présence dans la terre juive, c'était en 1873. Et c'était le premier, donc depuis les 25 420, on a commencé en 1873. Ça fait 152 ans. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Malheureusement, bien sûr, on parle souvent des morts, on parle souvent aussi des familles endeuillées, mais aussi on a tendance à oublier parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est normal d'être vivant aujourd'hui, c'est bien sûr les blessés de ce comme on dit chez nous, begouf et banefesh, le corps et l'âme. Et effectivement, j'ai ressenti ça de très près puisque mon gendre, pour le nommer, David Cohen, a vécu un post-traumatique. Pour rappeler juste les faits, c'était pendant son service militaire dans la brigade de Givati. Sa brigade était en patrouille à la frontière égyptienne. C'était le 18 août 2011. Et effectivement, il y a eu une intrusion de plusieurs groupes de terroristes de Daesh qui ont tiré des kalachnikovs avec des missiles anti-tanks, et ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. Et l'unité de mon futur gendre, puisque à l'époque il n'était pas encore mon gendre, sont intervenus. Il y a eu des combats très durs. Il y a eu deux soldats, des commandos de la police qui ont été tués, dont un d'origine française, Pascal Avrahami, et il y a eu aussi 6 civils qui ont été tués. C'était des combats très difficiles, et il y a eu bien sûr un traumatisme. C'était un des attentats les plus importants avant le 7 octobre. C'était quelque chose qui avait marqué les esprits. Et bien entendu, il y a eu aussi après, il fallait que les soldats qui ont participé à cette opération soient aussi pris en considération, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle le post-traumatique. Et effectivement, mon gendre, bien entendu, après son service militaire, il était un petit peu refermé sur lui-même. Il est parti habiter sur les plages à Tel Aviv pendant 3 ans. Il se cherchait un petit peu. Et après, il a eu la chance de rencontrer ma fille. Il s'est marié.
Et après, il a pris ça plus au sérieux pour essayer de régler le problème de trop post-traumatique, qui est quelque chose qui est des fois très latent à l'intérieur et qui sort de temps en temps du corps de la personne touchée, et ça peut durer des années. Et donc, si vous voulez, il a trouvé un moyen de sortir un peu son traumatisme par la musique et par le jeu théâtral. Et effectivement, mon gendre fait une pièce ou un stand-up à Tel Aviv le 12 mai, et on va l'interviewer pour nous expliquer un petit peu comment il est arrivé à cette situation et comment il voit les choses aujourd'hui. Je précise qu'il parlera en hébreu, donc je vais faire une concentration et je traduirai ses propos. Voilà. David, shalom. David, שלום. בסדר, תשמע, אנחנו פה ברדיו RGM במרסיי, והסברתי קצת על יום הזיכרון, וכמובן גם על הנפגעים והקורבנות והחללים, וכמובן גם אלה שנשארים איתנו. יש המון אלפים שגם ירגישו קצת את הפוסט-טראומה, ונתתי כמובן את הדוגמה שלך. אם תוכל, בכמה הסברתי בדיוק האירוע של אוגוסט 11, האם תוכל קודם כל להציג את עצמך, ואחר כך נשאל שאלות. טוב, שלום לכולם, שמי דוד כהן, אני בן 33, גר היום באילת, נשוי לנועה, אבא לתאל עוז ונילי, והסיפור שלי מתחיל לפני 14 שנה, שאני בוקר אחד נתקל בחוליית מחבלים, אכזרית ביותר. אני אתרגם. Bonjour, je m'appelle David Cohen, j'ai 33 ans, je suis marié à Noah, j'ai 3 enfants, Taël, Oz et Nili, et mon histoire a commencé il y a 14 ans, quand j'étais à l'armée. בבקשה. בפיגוע, בהתקלות, 6 שעות אנחנו נלחמים על החיים שלנו, מחבלים מכל מקום. Nous, dans l'attaque de Daesh qui a duré 6 heures, nous sommes battus dans tous les coins pour penser à notre survie et à protéger nos camarades de l'armée. באותם רגעים אתה לא באמת חושב על היום שאחרי, אתה נלחם על החיים שלך ועל חיים של חברים שלך ואזרחים. Pendant les combats, tu ne penses pas à l'après, tu penses simplement à survivre de ce combat, à défendre les civils qui étaient dans la région et à défendre aussi tes camarades de l'armée. Tu ne penses pas au lendemain. אבל אחר כך, כשנגמר הקרב, ואתה מוצא את עצמך בשקט, שאמור להיות החבר הכי טוב שלך, השקט הזה הופך להיות האויב הכי גדול שלך. Et après, quand tu finis, tu te retrouves tout seul dans le silence. Et le silence est censé être ton meilleur ami, mais en fin de compte, le silence devient ton pire ennemi. ואתה לא באמת חושב שאתה לא בסדר, כי עשית את מה שהם ציפו ממך. הלכת להילחם, אתה חושב שאתה הכי בסדר בעולם. Et tu penses pas que tu n'es pas bien, puisque tu as fait ce qu'on t'a demandé, tu as défendu, tu as rempli ton rôle en tant que soldat, tu as défendu les citoyens, donc tu ne penses pas que c'est quelque chose de négatif. לי לקח 3 שנים להבין שהאירוע הזה לא עזב אותי ואני חי איתו כל יום בראש שלי. Oui, moi ça m'a pris 3 ans pour comprendre que cet événement ne me quitte pas et qu'il était ancré dans ma tête. אחד מהנקודות הכי חשובות זה שאתה לא רוצה להודות בכלל שאתה סובל מפוסט-טראומה. Un point le plus important, c'est que tu ne veux pas reconnaître que tu souffres d'un post-traumatique. פוסט-טראומה זה לא משחק ילדים, זה גם לא משחק למבוגרים, זה פשוט הגדרה שאין איך להגדיר אותה באמת, אבל זה שדים שתוקפים אותך יום-יום, שעה-שעה, אתה כבר לא שולט בזה. Le post-traumatique, c'est pas un jeu ni d'enfant ni d'adulte, c'est quelque chose qui est en toi. Tu as des visions régulières qui te lâchent pas et que tu ne sais pas comment les affronter. וכשאני הבנתי את זה, החלטתי שאני לא מוותר על החיים שלי, ואני יוצא למלחמה נגד עצמי, להחזיר לעצמי את הביטחון, להחזיר לעצמי את העצמאות, להחזיר לעצמי את השקט. Et quand j'ai compris ce qui m'arrivait, j'ai décidé que je repartais en combat, un combat pour ma survie, pour retrouver une tranquillité, une sérénité, et j'ai commencé à m'occuper de moi-même.
אני אף פעם לא חשבתי שאני אצטרך לעצור את החיים שלי לעוד כמה שנים כדי לטפל בנפש שלי. Je ne savais pas que j'allais sacrifier plusieurs années de ma vie pour s'occuper de mon âme. אבל כן הבנתי שאין לי ברירה אחרת. זו המלחמה האמיתית. Mais j'ai compris que j'avais pas le choix, que c'était la vraie, le combat de ma vie. היום אני מבין שהחיים שהיו לי לפני הפוסט-טראומה לא יחזרו. J'ai compris que maintenant la vie que j'avais avant le post-traumatique ne reviendront pas. אבל עם הזמן הבנתי שיש חיים לא פחות טובים בצל הפוסט-טראומה. Mais j'ai compris que il y avait aussi de la vie, même aussi bien à côté du post-trauma. On vit en collaboration. וכשהבנתי את זה, הסכמתי לקבל על עצמי את המציאות והתחלתי לטפל בעצמי מקצה לקצה ככה במשך 3 שנים. Et quand j'ai compris ça, j'ai décidé de m'occuper de moi pendant 3 ans, de façon à pouvoir vivre avec ce post-traumatique, mais en essayant de le contrôler. אף פעם לא חשבתי שהסיפור שלי כל כך מעניין, כי בישראל חיים עשרות אלפי פוסט-טראומטיים. J'ai jamais pensé que ma vie était importante, puisque en Israël, il y a des dizaines de milliers de gens qui vivent avec un post-trauma. אבל אחרי 7 לאוקטובר הבנתי שאני מצאתי דרך להתמודד עם הפוסט-טראומה. Mais après le 7 octobre, j'ai compris qu'il y avait un moyen de faire face au post-traumatique. ואת הדרך הזאת אני רוצה להעביר לכל החיילים הצעירים שחוו פוסט-טראומה הרבה יותר גדולה ממה שאני חוויתי. Et par ce moyen, je veux faire transmettre à tous les soldats, à tous les jeunes qui ont vécu un post-traumatique, ce que moi j'ai vécu quand j'étais à l'armée. בישראל זה המציאות שלנו, כולם, אין בן אדם שאין מסביבו מישהו פוסט-טראומטי. En Israël, vu la réalité, il n'y a pas quelqu'un, tout le monde a autour de lui quelqu'un qui est post-traumatique, c'est évident. והנושא הזה כל כך חשוב, כי הגענו למצב שצריכים לדבר על זה. אף פעם אף אחד לא העז לדבר על פוסט-טראומה. Et ce sujet est tellement... כולם צריכים לדבר על זה. Ce sujet est tellement important, tellement courant en Israël que on est obligé d'en parler de façon à pouvoir s'en occuper, parce qu'avant on ne s'occupait pas, c'était quelque chose qui n'était pas en face de nous et qui nous dérangeait plus que la moyenne. בסוף כולנו, בלי קשר לאירוע לחימה או לאירוע צבאי, כולנו חווים משברים בחיים. זה עניין של עוצמה. אני חוויתי את זה בעוצמה כל כך גדולה. Par exemple, le vivre avec un post-traumatique, c'est quelque chose tellement fort que ça nous a marqué. Donc moi, j'ai senti ça très puissant sur moi, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'en occuper. והיום אני פה כדי להוכיח ולהראות לעוד כל כך הרבה אנשים מה-7 לאוקטובר, הלוחמים, אנשי זק"א, כוחות הביטחון, להוכיח לכולם שאפשר לחזור לחיים, אפשר לייצר חיים. Et donc, si vous voulez, pour moi, je suis malheureusement un témoignage, une preuve que après un événement, quel qu'il soit, de post-traumatique, on peut redevenir à une vie normale, on peut essayer d'avoir une vie normale. Et moi, je veux montrer ça à tous les soldats, à tous les gens qui ont vécu à des post-traumatiques avec les forces de sécurité, avec Zaka, avec toutes les gens de la police, qu'on peut, en s'occupant de soi-même, qu'on peut redevenir, entre guillemets, normal. אני באמת חושב שהדבר הראשון שכולם צריכים לדעת זה שהלום קרב, שהלם קרב גורם לך פשוט להיכנס לתוך עצמך ולחיות רק עם הדמיונות והמחשבות והסיוטים שלך. Ce qui est important, c'est que les gens qui ont un post-traumatique à l'armée t'aspirent sur toi-même et tu ne vis qu'avec des imaginations, des pensées, des délires, des cauchemars. C'est ton monde. Il n'y a rien d'autre qui existe. אני התמזל מזלי שבאמת חזרתי למשפחה של אשתי היקרה ואף אחד לא שפט אותי וקיבלו אותי איך שאני והבינו אותי, אבל היום כל כך הרבה לוחמים נמצאים במצב שאף אחד לא מבין אותם והם לא יכולים להתחיל להכיר בעצמם כפוסט-טראומטיים. Moi, j'ai eu la chance
que j'ai connu ma femme et que dans la famille de ma femme, ils m'ont accepté tel que j'étais, que c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas une structure familiale, une structure environnante qui puisse les aider et que malheureusement, des fois, ils sont seuls et c'est encore beaucoup plus difficile de surmonter le post-traumatique. אני אסיים ויגיד שכמו שאת הקרב אי אפשר לנצח לבד, גם את המלחמה הזאת אי אפשר לנצח לבד. Et la conclusion, c'est que comme à la guerre, on ne peut pas gagner une guerre tout seul, même le combat sur le post-traumatique, on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, c'est important que chaque personne soit entourée. Et si je peux me permettre, David, c'est un peu le sujet de ta soirée, du spectacle qui a lieu en Israël. Si tu peux maintenant donner quelques informations sur ça, s'il te plaît. לא, סליחה, אמרתי שאם אתה יכול לדבר עכשיו על ההופעה שלך, על ההופעה הראשונה שלך, ומה המסר שלך. אז המופע שלי הוא יעלה ב-12 לחמישי בהיכל התרבות בתל אביב. Ma première du spectacle a lieu le 12 mai à Eichal HaTarbut à Tel Aviv. C'est lundi 12 mai. והמופע שלי בא להעביר מסר לכל האנשים בעולם כולו, ובמיוחד במדינת ישראל. והמסר אומר שכולנו נולדנו ממשבר. הכיסא של היולדת נקרא משבר. ואיפה שנולד, איפה שכל הגוף, שאישה יולדת, כל הגוף נשבר, יש שם דם, צרחות, כאבים, שם נולדים חיים. Alors, le message que je veux donner au public et à tous ceux qui sont concernés par ça, c'est que on n'est pas par une crise. Ça a commencé par l'accouchement, la crise de la vie, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important, qu'on s'en occupe et qu'on laisse pas les choses traîner. Et c'est important qu'on s'occupe de ça. Il faut pas continuer à amasser la crise, parce que plus on l'attend et plus c'est dur à gérer. Maintenant, עכשיו דוד, אם אפשר, קצת, אני מבין שבהופעה שלך יש שירים והופעה תיאטרונית, אתה יכול קצת לפרט לנו? כן, אני אף פעם, אני תמיד אמרתי לעצמי שאני לא מוכן למות בלי לספר את הסיפור הזה. הסיפור הזה חי בי יום יום שעה שעה, אני לא צריך יום הזיכרון כדי לזכור את מה שקרה לי. Alors moi, David nous dit qu'il a pas besoin, il a dit qu'il ne veut pas quitter ce monde-là sans raconter son histoire. C'est quelque chose qui sent tous les jours. Il n'a pas besoin malheureusement que de Yom HaZikaron pour se rappeler. Et donc c'est quelque chose qui est en lui tout le temps et tous les jours il se bat avec. Alors on passera l'émission, à la chanson à la fin de l'émission. Je voulais te dire merci et on sera tous présents si Dieu le veut le 12 à Tel Aviv à Eichel HaTarbut et je te souhaite Chag Atzmaut Sameach et que des bonnes choses, même à Eilat. Toda David ani. Témoignage assez fort et véritablement, tu sais Moshe, en fait en écoutant tout cet échange avec David, en entendant ce garçon parler, il m'est venu cette réflexion. C'est devenu depuis le 7 octobre, j'allais dire, je m'excuse d'utiliser cette forme, presque banal. Un tel est mort, un tel est mort. On a parlé tout à l'heure dans ce texte que j'ai récité avant l'interview, de tous ces jeunes, de cette vie brisée. Mais on s'aperçoit qu'il y a encore plus fort et encore plus grave et encore plus lourd à supporter, c'est tous ces chocs que ces soldats vivent, parce que c'est pas des combattants spécialement, c'est pas des guerriers qui cherchent un petit peu comme ces terroristes à vouloir aspirer à donner leur vie pour retrouver je ne sais pas combien de monde là-haut, parce qu'ils iront qu'au Gehinam, comme on dit, ils iront nulle part ailleurs qu'au Gehinam. Et quand tu entends cette histoire, quand tu entends ce garçon raconter, on prend la dimension des séquelles que la société israélienne, puisqu'ils sont aussi nombreux, va devoir subir et va devoir supporter là-dessus. En tous les cas, on souhaite un plein succès à ce spectacle, enfin, ou à ce spectacle, ou à cette pièce de théâtre, je ne sais pas comment la qualifier.
Et on va terminer notre émission en écoutant sa chanson qui certainement transpire son état d'âme là-dessus. Et encore une fois, Chag Atzmaut Sameach. Et venez vite nous rejoindre pour la fin de cette journée communautaire et le concert de l'orchestre Simcha Lev. Chag Sameach à tous et à bientôt sur les ondes de la radio Juive. Chag Sameach et Shabbat Shalom. ריבון מעשים, אדון נשמות, פוקח עברים, שומר כבר דורות. זוקף כפופים, ממלא ביטחונות, מכווין את הלב לדרכים נכונות. מלמד אותי יופי שבחוסר שלמות, נשמה פורחת כשהיא לובשת פשטות. עבודה על מידות מכילה לטעות, חשובה כמעט כמו הים לגאות. מחבק נשמות אבודות, שם הייתי שעות, לא ויתרת עליי. חלומות שרציתי לחיות, לא נרדמתי לילות, לא ויתרת עליי. היו לי ימים בהם הייתי סיפור שוקע בין הדפים, מחפש שלם בשבור. בסוף יום מודה גם על מה שחסר, ולפעמים את הקושי אני מלחין על פסנתר. מחבק נשמות אבודות, שם הייתי שעות, לא ויתרת עליי. חלומות שרציתי לחיות, לא נרדמתי לילות, לא ויתרת עליי. מי אני בכלל? גרגיר אחד בחוף הים, יודע לא יודע למה אני כאן, לא מחפש סיבות, אני דבק באמונה, יש מי ששומע. מחבק נשמות אבודות, שם הייתי שעות, לא ויתרת עליי. חלומות שרציתי לחיות, לא נרדמתי לילות, לא ויתרת עליי, לא ויתרת עליי.